Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale, une fois de plus consacrée aux élections locales. Le Gabon, vous le savez, est en train de parachever le processus qui vise un retour définitif à l'ordre constitutionnel. Avec l'élection des députés et des élus locaux, ce sont l'Assemblée nationale, les conseils municipaux et départementaux qui vont être renouvelés. Les candidats aux législatives et aux locales ont donc rivalisé d'adresse durant toute la période de la campagne pour tenter de séduire leur électorat. Cependant, dans le cadre des élections locales, les populations ont exprimé leur soif de changement. Changement dans l'offre politique proposée, changement également de mode de gestion de leur localité et surtout un changement qui pourrait impulser le développement local. Je suis en compagnie d'Arnaud Ondo pour la modération de ce débat. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Marielle. Infrastructure, route, eau, électricité, la lutte contre la corruption, bref, le programme des candidats seront donc au cœur de ce énième émission débat organisée par la haute autorité de la communication à travers sa commission d'égal accès des candidats des partis ou groupements de partis politiques aux médias publics. L'émission se veut avant tout pédagogique. Elle a donc pour objectif d'expliquer le programme des différents candidats et donc elle est disponible sur les chaînes partenaires Gabon Télévision, Radio Gabon et Gabon 24. L'émission est donc, je le disais, en simultané sur ces chaînes partenaires et elle reçoit ce soir 6 invités. 6 invités pour ce premier panel. Il y aura également un deuxième panel qui suivra dans une heure. Il faut rappeler, Arnaud, que comme nous sommes le dernier jour de la campagne électorale, il faudra qu'on termine cette émission avant minuit pour rester dans le cadre de l'organisation de cette émission par la Commission d'égal accès des partis politiques ou groupements de partis politiques aux médias publics. Pour commencer, avec vous, Madame, Messieurs les candidats, je m'en vais vous présenter. À ma droite, à l'extrême droite, nous avons Monsieur André Loïc Oini-Mombo. Vous êtes candidat pour ces élections locales pour le compte du 6e arrondissement et vous vous présentez en tant qu'indépendant. Bonsoir. Bonsoir à vous. Juste en face, nous avons Monsieur Jean-Félix Eyogo Beyem qui est candidat porté par l'ADER, un parti politique, pour le compte du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. Bonsoir. Bonsoir, madame. La seule femme de ce panel, Dina Koussou, indépendante, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akonda. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Et en face, nous avons M. Jeff-François Elengomo, qui représente ici l'Union nationale et qui se présente dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et pour compléter ce plateau, nous avons 2 experts ce soir. On reçoit de nouveau Georges Wora, il est docteur en droit public. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Arnaud. Autre expert qui nous accompagne ce soir, il s'agit de Tefi Lewis et Zozomo. Il est également docteur en droit public. Monsieur Tefi, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir ce soir. Plaisir partagé. Alors, Madame, Messieurs, nous allons avoir un premier tour de table. Vous disposerez chacun de 2 minutes pour avoir un accès équitable de la parole et égal même de la parole. Et vous aurez l'occasion de nous présenter donc votre offre politique, et vos différents axes, les différents axes qui constituent vos programmes pour ces échéances locales. Déjà, commencer avec vous, la seule dame, Madame Dina Koussou. Votre candidature nous intéresse puisqu'on parle de la participation des femmes aussi à ce scrutin et ce n'est pas toujours évident, les femmes en politique. Mais dites-nous un peu comment tout devient possible avec vous pour les habitants d'Akonda puisque c'est l'un de vos slogans. Quels sont les principaux axes de votre programme ? Déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation et remercier surtout la HAC pour l'opportunité qui est donnée aux candidats de pouvoir présenter leurs projets, de pouvoir expliquer aux populations gabonaises quelles sont les ambitions qu'ils souhaitent mettre en exergue afin de répondre efficacement à leurs préoccupations, de répondre efficacement à leurs attentes, mais surtout répondre efficacement aux besoins des Gabonais. Alors pour revenir sur le cas d'Akonda, je tiens déjà à préciser que je suis candidate indépendante aux élections locales et législatives pour le compte du 2e arrondissement de la commune d'Akonda, portée par une coalition indépendante qui s'appelle Akonda pour le progrès. Et vous l'avez dit tout à l'heure, notre slogan, c'est « Tout devient possible ». Tout devient possible parce que nous pensons que la situation actuelle, le climat, je veux dire, social au niveau d'Akonda,
notamment le vécu des Akandais, l'expérience des Akandais, nous pensons que cela doit changer. Changer parce que les Akandais, aujourd'hui, c'est des problèmes d'éclairage public. À Kanda, aujourd'hui, notamment le 2e arrondissement où je suis candidate, nous avons des problèmes d'eau. Nous avons des problèmes, je le disais encore, d'insécurité grandissante. Et là encore, c'est lié à la question de l'éclairage. Nous avons des problèmes de manque d'infrastructures. On n'a pas de dispensaire. On n'a pas d'école professionnelle. Il faut sortir de la commune d'Akanda pour pouvoir inscrire son enfant dans une école professionnelle. Lorsqu'on parle d'école professionnelle, en fait, je suis en train de décrire un champ lexical de la tristesse, du découragement. Et ce que je veux dire aux gens ce soir, c'est que derrière ces grandes maisons que vous voyez, en réalité, il y a un peuple qui souffre. Et c'est la raison de notre candidature. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déposer cette candidature, de la porter pour les Akandais, parce que nous croyons que tout doit changer. Et ça vous doit aurez changer. l'occasion de développer davantage, Madame Dina Poussou, oui. avec des mécanismes pour permettre aux autres candidats de réagir aussi. Permettez que je chute là-dessus. Rapidement, je chute là-dessus pour dire que nous pensons et nous croyons que les Akandais ont besoin de quelque chose de nouveau. Pas seulement quelque chose de nouveau, mais les Akandais ont surtout besoin des leaders capables de répondre efficacement à leurs préoccupations, mais par-dessus tout de porter leurs préoccupations auprès de plus hautes autorités pour que les réactions concrètes soient prises afin que leur quotidien change véritablement. Et vous allez nous expliquer comment vous comptez y parvenir. Occasion pour nous d'aller vers votre voisin de droite, Monsieur André Loïc Oyini Mombo. Comment vous comptez en tant qu'indépendant vous imposer dans le 6e arrondissement, comme je le disais déjà en off, l'arrondissement de toutes les convoitises? Très bien, déjà merci à la haute autorité de la communication et particulièrement à Gabon Première de l'invitation et l'opportunité donnée et la visibilité surtout donnée à notre endroit. Alors en ce qui concerne notre liste, nous sommes d'abord GEVI, la présentation globale. GEVI, c'est une génération visionnaire, c'est un diminutif qui a été inspiré par le besoin de changement et de renouvellement de la classe politique au 6e arrondissement. Nous avons été inspirés également par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, au sorti du 30 août 2023. Il nous a montré le chemin. On l'entend bien. Qu'est-ce que vous allez proposer aux populations si vous permettez, aujourd'hui, nous avons imposé un slogan qui nous habite et qui nous donne l'espoir, qui donne l'espoir aux populations, notamment qui ose gagne. Nous osons croire qu'au sortir du 27 prochain, c'est-à-dire demain, nous aurons la victoire au 6e arrondissement. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Rapidement, il vous reste une minute. Notre axe principal, s'il vous plaît, notre axe principal de notre projet de société, c'est le développement local. Nous allons commencer par réhabiliter la mairie du 6e arrondissement, qui est dans un état, alors là, de délabrement avancé. Nous allons gaboniser le secteur tertiaire. Au niveau de l'environnement, prendre tous les petits métiers. Les Gabonais doivent occuper tous les petits métiers. Nous devons également, pour les couches de population les plus faibles, notamment les aveugles, nous devons construire un centre, une école pour les aveugles. Nous avons l'INADA qui est là, qui s'occupe des sourds-muets. Nous avons également les handicapés qui sont un tant soit peu traités. Mais la couche sociale qui est représentée par les aveugles est complètement oubliée. Alors, nous avons également le problème d'eau dont parlait tout à l'heure ma voisine. Nous avons le problème d'eau dans des zones dites rurales, notamment à Ebakater, à Montalier, à Milonci. Nous devons créer des fontaines publiques qui pourront déjà soulager les populations, ensuite inciter les institutions ou les entreprises qui sont en charge de l'adduction en eau dans les ménages, à faire en sorte qu'il y ait effectivement de l'eau dans les ménages. Alors, on a bien compris, oui. On va revenir avec vous. On va rester à Libreville, mais on change de arrondissement. On va dans le 2e et nous sommes avec le candidat, le représentant de l'Union nationale. Il est M. Jeff François Elé Ngomo. Vous vous présentez au 2e arrondissement, je le disais. Quelle est votre offre politique pour les populations de cette circonscription? Oui, en 2 minutes. Oui, pour faire une offre politique, nous avons d'abord fait l'état des lieux de toute la commune de Libreville et du 2e arrondissement. Et le constat, c'est que nous voulons faire de Libreville une capitale à visage humain, sûre et prospère.
Donc ce programme-là repose sur 3 principes directeurs et 6 axes stratégiques. Donc le premier principe directeur, c'est la bonne gouvernance, parce que lorsque vous regardez les collectivités locales aujourd'hui, je ne vais pas... tout le monde, vous êtes journaliste, vous comprenez ce qui se passe. Le deuxième principe directeur, c'est l'innovation locale. Notre communauté du 2e arrondissement a des ressources importantes, mais il suffit seulement d'avoir du courage et de la vision. Nous pouvons créer quelque chose qui va changer un peu l'image de notre ville. Nous avons le 3e principe directeur qui est la valorisation de ces ressources-là. Vous savez, quand vous venez au 2e arrondissement, vous avez Sainte-Marie qui est là, vous avez certains vestiges qui sont là, mais malheureusement abandonnés. Nous voulons faire des plaidoyers pour que, soit au niveau local, certains partenaires nous aident à restaurer ça, à revaloriser, ou bien à l'extérieur, parce que nous croyons que lorsque la loi sur la décentralisation a prévu des sources de financement, il y a l'une des sources de financement qui est la coopération décentralisée, qui n'est pas suffisamment utilisée. Et nous voulons vraiment mettre notre intelligence en place pour chercher des partenariats, des financements pour essayer de créer quelque chose au 2e. D'accord, on va revenir avec vous. On quitte Libreville pour aller cette fois dans la commune d'Ovendo. Et c'est avec M. Félix Yoroboyema. Vous êtes le candidat, sinon le représentant de l'ADER. Et donc, vous briguez donc le 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. Là aussi, qu'est-ce que vous proposez à la population de cette circonscription? Vous êtes donc le mandataire de l'ADER, je rappelle. Je vous remercie. En fait, nous avons une approche assez particulière. On a visité tous les quartiers de notre arrondissement, rencontré les populations. Ce que nous leur avons dit, c'est que ce sont eux qui nous votent, qui nous donnent leur suffrage pour qu'on soit à la mairie. Alors, c'est à eux de nous dire exactement quels sont les problèmes, les préoccupations, les besoins, tout ce qu'ils ont identifié. Et ils nous ont fait visiter un ensemble de lieux où c'est vraiment, il y a une précarité assez forte. C'est l'ensemble de ces problèmes-là que nous prenons comme notre cahier de charge pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que, au finish, si c'est nous qui amenons notre projet et on le leur donne ou on le leur présente, est-ce qu'à la fin du mandat, ce projet va répondre à leurs attentes? Donc, nous ne voyons pas... Vous n'avez pas fait en aval? C'est-à-dire? Vous n'avez pas consulté les populations sur leur état de besoin avant d'aller vers elles, solliciter leur suffrage, par exemple? Est-ce que je n'ai pas consulté les populations pour savoir quelles étaient leurs préoccupations? Mais c'est ça la démarche. On les a consultés, les populations nous donnent les états de besoin. C'est sur la base, parce que chaque vote de quelqu'un correspond à quelque chose que la personne veut voir. Si la personne veut voir quelque chose, alors moi je collecte la chose, je fais ma liste de besoins, j'évalue, s'il y a des études à faire, je les fais. Et quand je suis à la mairie maintenant, c'est sur la base de ce que les gens m'ont demandé que je vais travailler. Je pourrais ajouter des projets de développement qui embellissent la commune, mais seulement ce qui est important, c'est que quand les populations me regardent, je suis en train de faire ce que les populations m'ont confié comme difficulté et projet. Voilà. On va aller vers les experts. Marielle? On va aller effectivement vers les experts. Monsieur, on commencera par vous, monsieur Georges Wora, puisque vous étiez déjà avec nous. Ensuite, on donnera la parole à monsieur Tefi. Ce qui ressort ici, c'est toujours la décentralisation. On a commencé à l'aborder, certes, dans la première émission, mais on fait œuvre de pédagogie. C'est comment, avec la décentralisation, on arrive à mettre en œuvre toutes ces ambitions présentées ici ce soir? Écoutez, merci Madame Biogou. Vous savez, la question de la décentralisation est une question centrale et même vitale pour un pays comme le nôtre. Il suffit simplement de sortir et voir notre capitale pour voir naturellement qu'il y a un très gros problème. Vous savez, dans les années 70, je pense à
à ce très bel ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français. Nos amis géographes de l'Université Omar Bongo ont organisé un colloque, en paraphrasant d'ailleurs Jean-François Gravier, en indiquant naturellement ceci. Vraiment, l'intitulé du colloque était clair. Libreville et le désert gabonais. Ça pose véritablement la question. Quand vous partez de... Il n'y a qu'à voir un peu et sortir, vous allez voir que Libreville est dépeuplé, n'est-ce pas, au moment de ces élections, parce que tout le monde est reparti vers l'intérieur du pays. C'est très révélateur, n'est-ce pas, de ce qui se passe, bien sûr, dans notre pays et qui indique que vraiment la décentralisation est un enjeu majeur pour le Gabon. Et naturellement, je pense que la question que vous posez, comment arriver effectivement à l'effectivité de cette décentralisation? C'est cela. Bon, naturellement, je pense que les problèmes sont entiers. Déjà, un certain nombre de freins à ce processus sont à relever. Lesquels? La question d'abord de la clarification des textes. Bien sûr, je pense qu'il y a la Commission nationale de décentralisation qui est en train de plancher actuellement depuis le 17 juin, effectivement, était réunie à travailler sur ces questions. Donc la question déjà, c'est le transfert des compétences. Je pense que les candidats évoquent un certain nombre de choses, mais est-ce que ces éléments qu'ils sont en train d'évoquer figurent dans le panel des compétences qui seront transférées? Là aussi, c'est une question centrale. Il y a la question, effectivement, des financements. Bien sûr, sans ressources financières, bien sûr, il n'y a pas de décentralisation. Donc, il faudrait naturellement transférer ces compétences en compensant, bien sûr, ces transferts de compétences également. Et de quelles ressources? Bien sûr, il ne faut pas penser aux dotations de l'État. Forcément, il y en aura. Mais il faut également créer... Bien sûr, les collectivités locales doivent créer des ressources propres. Elles auront l'occasion de revenir là-dessus. Donc, c'est très important. Elles ne font que présenter leur programme, du moins les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes. Oui, alors, Tefi Lewis, vous avez écouté les candidats qui sont avec nous ce soir. Il y a quand même des similitudes dans les programmes qui sont proposés par les uns et les autres. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence au niveau de l'électorat, dans le choix des candidats? Puisque quand on écoute les uns et les autres, les offres politiques sont presque les mêmes. Merci de me passer une fois de plus la parole. Alors je voudrais, avant de répondre à cette question, brièvement définir, ou du moins essayer de définir ce qu'on entend par décentralisation. Alors je vais essayer de la définir de façon négative. La décentralisation est différente de la déconcentration. Alors si avec la déconcentration, le pouvoir central administre... Monsieur Tefi, vous pouvez rapprocher le micro vers vous. Si avec la déconcentration, le pouvoir central administre de près, tout en gouvernant de loin. Avec la décentralisation, l'avantage est de conférer aux collectivités locales, donc aux citoyens, la possibilité d'exercer eux-mêmes, enfin, de gouverner elles-mêmes, donc les populations, leur localité. Et cette décentralisation s'opère à travers un transfert de compétences du centre vers la périphérie. Comme l'a dit mon collègue, avec la décentralisation, il y a une autonomie administrative et une autonomie financière. C'est un principe qui est consacré dans notre Constitution, dans son article 155 et dans son article 157. Alors, qu'est-ce qui ferait la différence, donc pour revenir à votre question, entre les différents candidats? À les écouter, j'ai l'impression que tous les programmes se recoupent. Tous sont conscients que l'élection locale donne la possibilité aux différents candidats de redonner le pouvoir au peuple. Et tout à l'heure, un candidat disait que lorsqu'il sera investi, il tiendra compte des besoins de la population. Et effectivement, la loi relative à la décentralisation permet à la population de s'investir dans l'action publique à travers, par exemple, les comités d'initiative consultatifs. Ces comités sont prévus au niveau des articles 159 et 163. La même loi permet aux citoyens de demander des informations auprès des autorités investies. Donc c'est l'article 42
du code de la décentralisation, de la loi sur la décentralisation qui le prévoit. La même loi permet aux citoyens d'initier des référendums au niveau local. Donc la même loi permet aux citoyens de demander aux élus de mener des actions tendant à améliorer leur quotidien. Du coup, tous les programmes sont intéressants. Je pense que les électeurs gagneraient à écouter le débat de ce soir afin d'avoir un point de vue objectif pour demain. Et justement, on poursuit avec ce débat. Madame Dina Koussou, vous aviez évoqué beaucoup de problématiques dans la commune d'Akanda. Effectivement, à côté du visage des villas que l'on peut voir, vous avez décrit la détresse de ces populations qui vous suivent actuellement. Mais justement, comment comptez-vous faire pour assurer déjà une meilleure utilisation des dotations de l'État aux collectivités locales et à la collectivité que vous allez représenter? Merci encore une fois pour cette question. Mais avant d'y répondre, je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'expert tout à l'heure. Je veux rappeler encore une fois que le rôle d'une municipalité, c'est d'abord d'être proche de ses concitoyens. C'est très essentiel que nous rappelions cela sur ce plateau. Alors, pour revenir sur la question que vous posez maintenant, vous savez, nous rentrons dans la Ve République. Et je pense que cette phase électorale, qui est celle des élections législatives et locales, nous donne l'occasion, et je veux le dire ici, avec foi et conviction, de pouvoir changer la donne. Changer la donne, pour moi, c'est de changer des habitudes, aller vers la bonne gouvernance, dont parlait tout à l'heure l'expert. Parce que c'est cela qui nous a manqué pendant longtemps. On a l'impression que quand on parle de bonne gouvernance, c'est comme une sorte de nébuleuse. Les populations ont du mal à comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la commune d'Akanda en matière de gouvernance, Justement, ce qui n'a pas fonctionné, voilà, c'est que nous avons eu des hommes avec grand âge qui ne sont pas venus pour régler le quotidien, les problèmes qui sont liés au quotidien de nos concitoyens, des Akandais, mais qui ont pensé qu'en réalité, les responsabilités qui étaient les leurs, c'était pour améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Et aujourd'hui, nous voulons faire différemment. Je rappelais tantôt, tout à l'heure, que nous sommes dans une coalition indépendante. Une coalition indépendante qui s'appelle Akanda pour le progrès. C'est un regroupement d'hommes et de femmes, tous profils confondus. On part des étudiants aux sans-emploi, en passant par des personnes vivant avec un handicap, en passant par des ministres de culte, en allant vers des fonctionnaires et des cadres du secteur privé. Pourquoi je précise cela? Je veux le dire parce que c'est un regroupement où il y a différents profils. Des gens qui vivent à Akanda, qui sont conscients des réalités d'Akanda et qui ont décidé de se mettre ensemble pour que les choses changent au niveau d'Akanda. Ce que nous ne voulons plus, ce vers quoi nous voulons aller vers une commune qui, en plus d'être digne du point de vue de ce qu'elle offre à ses concitoyens, nous voulons aller vers une commune qui assume pleinement son développement. Une commune qui assume son développement en posant des projets concrets. Par exemple, dans notre projection, comment imaginez-vous que la commune d'Akanda, créée depuis 2013, soit toujours locataire jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est le président de la République qui doit venir au niveau d'Akanda pour que les choses changent? Là, encore une fois, les gens n'ont pas pris leurs responsabilités. Et pourtant, ce ne sont pas les terres qui manquent. Et c'est là que j'en arrive. Comment imaginez-vous que toute une commune comme Akanda n'a même pas d'école professionnelle? Donc il faut sortir, comme je le disais tout à l'heure. Comment vous imaginez que les problèmes de voirie, les problèmes d'insécurité sont grandissants parce que justement, des gens ont manqué de prendre leurs responsabilités. Et nous voulons dire ce soir, nous voulons le dire clairement, et je veux m'adresser aux compatriotes qui nous regardent. Il est hors de question aujourd'hui que nous continuions à faire confiance à des personnes qui, pendant longtemps, après plus de 12 ans aujourd'hui, qu'existe cette commune, n'ont pas su réellement porter vos aspirations, n'ont pas su réellement régler des problèmes à la base. On a besoin de quoi pour placer des lampadaires pour éclairer la commune? De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que vous avez prévu pour Mais justement, nous, on a un programme de déploiement de lampadaires et nous pensons déployer ce programme sur les 5 ans. C'est-à-dire que chaque année, 250 lampadaires seront disposés sur les 16 grands axes de la commune d'Akanda, parce que ceux qui connaissent cette commune se rendent compte que
c'est tellement sombre qu'elle a même un problème d'embellissement. Akonda est quand même... on a l'impression qu'on redécouvre Akonda et pourtant Akonda est la commune... Mais c'est justement parce que pendant longtemps, on a voulu vendre un rêve. On a voulu faire croire aux gens que derrière ces grandes villas, tout va bien. Mais en fait, derrière ces villas que vous voyez, il y a un peuple véritablement en alerte. Il y a un peuple qui vit dans la pauvreté. Il y a un peuple qui subit le coût de la vie élevé. Et nous voulons dire que cela ne peut plus continuer. Parce que nous avons décidé de non seulement de porter candidat au local, parce qu'il y a des choses réellement à changer, il y a des actes concrets à poser. Et nous allons aussi porter la voix d'Akonda au niveau de l'Assemblée nationale, notamment au 2e arrondissement. Et c'est pour cela que même lorsque nous irons à l'Assemblée nationale, nous ne comptons pas y aller avec des mains vides. Nous avons des propositions de loi que nous comptons mettre en exergue qui vont toucher de façon directe les citoyens d'Akonda qui ont réellement besoin de changement. Et c'est cela dont il est question sur ce Vous aurez l'occasion de revenir. Oui, allez. Oui, on va aller vers M. Ouini. Là également, la question des moyens se pose. Vous, là où vous briguez les suffrages des Gabonais, quelles sont les ressources dont vous disposerez pour effectivement régler les problèmes que vous décriez ce soir? Mais déjà, une mairie autonome a certainement des moyens. Et il y a aussi, vous dites certainement? Bien sûr. Il y a un budget alloué, il y a un programme fiscal bien défini avec un système de recouvrement bien détaillé. On n'en est même pas là. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de poser des problèmes, de poser également des projets de développement local, notamment. Mais il faut les financer. Notamment, oui, on va en arriver. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Vous arrivez dans des zones comme dragage. Pour accéder à dragage, du carrefour dragage pour aller dans les artères qui sont par exemple les bacs à terre, Milonsi, ou bien à droite ou à gauche ou Koraza. Il faudrait passer par ce carrefour-là. Les commerçants vendent à même le sol. Et ça pose quel problème? Le problème de la circulation des véhicules. Nous, on propose la construction des marchés pour les commerçants de dragage. Le site est connu, c'est possible. Nous allons trouver les financements. C'est possible de construire un marché au carrefour Bambouchine. Ça va faire en sorte que les commerçants ne vont plus aller simplement se concentrer au marché du rond-point de Nzayon. Ça va permettre aussi à nos mamans de pouvoir mieux vendre dans des environnements assez sécurisés, mais aussi nous allons prévoir dans ces marchés-là 10%. Donc, on les appelle généralement les handicapés, on va mettre des rampes, etc. Là-bas, c'est un autre problème. Revenons sur la première institution, donc la mairie d'Onzaïo. Revenons là-dessus. Nous allons numériser l'état civil. Vous savez, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un gros problème. Chaque début de rentrée scolaire, il y a une queue énorme pour juste légaliser un acte de naissance. Or, on peut commander en ligne. Et lorsqu'on numérise l'état civil... Digitalisé, bien sûr, bien sûr. C'est le nouveau monde, c'est l'ère c'est le digital. Alors, lorsqu'on va le faire, on va également bloquer le système qui faisait en sorte que nos frères venus d'ailleurs accédaient à nos actes de naissance, à nos documents-là. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des Gabonais qui ont des actes de naissance, numéro tant, c'est écrit bis. Ou numéro tant, fois 2. Ce n'est pas normal que dans un volet, il puisse y avoir deux Gabonais qui ont le même acte de naissance, le même numéro d'acte de naissance. Ce sont ces questions de sécurité déjà, de la gestion des documents d'état civil que nous allons régler lorsque nous allons arriver. Aussi, pour les jeunes, quand on y arrive, les heures de jeu que le président a conçues ne suffisent pas. Il faudrait également... Nous avons des terrains dans des zones reculées que nous pouvons nous procurer. Parce que quand les propriétaires arrivent, on utilise, nous, les jeunes des bas quartiers. Il faut créer les voies d'accès à ces aires de jeu-là. Quand le propriétaire vient récupérer son terrain, il construit sa maison. Or, souvent, il y a des terrains qui sont utilisés par des jeunes dans les quartiers qui sont là 5, 10 ans. Et les propriétaires n'y viennent pas. On peut, je vous prends le cas par exemple de dragage à droite, on appelle ça le stade poussière. Ou bien à Kouaza, on appelle ça le stade de tout le monde. Ou bien on va à Bapoutou, à Oving, il y a des terrains. On peut construire des stades municipaux. On voit dans d'autres pays, ça ne coûte rien d'acheter le terrain. S'il est à 10 millions, 5 millions, peu importe. Dans un budget municipal, on peut mettre ça à contribution. La question
est la ressource? Vous la trouvez où? Est-ce que c'est uniquement dans le budget ou vous allez également la créer? Oui. Déjà, vous savez, il y a le budget, il y a le plan d'investissement, il y a les taxes. Nous avons un programme assez simple. Nous souhaitons, à travers, on parlait tout à l'heure de la gamonisation du secteur tertiaire, faire en sorte que nos jeunes frères des quartiers qui ne font rien, qui ont également des diplômes, qui sont chômeurs, peuvent venir être utiles à la mairie. Notamment, si on prend le cas du secteur d'entretien espace vert, qui est à 95%, je dis à 95% entre les mains de nos frères venus d'ailleurs. Nous allons faire des programmes assez simples. Nous allons faire des contrats, un peu comme des maisons de téléphonie mobile ou bien les de fibre optique, entre les ménages et la municipalité, la mairie. Nous allons débrousser, nettoyer, entretenir les jardins, maison par maison, avec des contrats à partir de 5 000 francs. Nous avons 22 000 habitants au 6e arrondissement. Nous avons 22 000 habitants. Ça veut dire que la population est grande. Ça veut dire que nous avons plusieurs maisons. Imaginons qu'on a 10 000 contrats fois 5 000. Vous voyez ce que ça fait? Donc vous comptez sur la population pour financer vos projets? Pas que la population, c'est tout le monde. Déjà, les ménages sont un facteur de développement parce que les ménages payent des factures. Donc, nous allons également facturer certaines prestations. Oui. Et là-dessus, nous allons employer nos frères gabonais. Je vous dis quelque chose. Nous pouvons, avec une mairie autonome, créer plus de 1000 emplois. Et ça va considérablement réduire le problème de chômage. Ça, c'est la création de l'emploi, voilà. Mais rien à voir avec l'investissement. Vos projets, comment vous les financez? Mais déjà au-delà, moi je ne veux pas aborder l'aspect de trouver des investisseurs et tout ça. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous-mêmes, maires, on peut créer de la richesse. Lorsque je vous dis, on vient ici faire un contrat avec les ménages, par exemple, on va avoir des recettes. Dans les recettes, on enlève la partie allouée à la rémunération des agents. Ensuite, ces agents-là vont également bénéficier de tous les avantages. Ils vont cotiser à la CNSS. Ils vont également avoir les avantages de la CNAMJS. Mais il y a une partie dans les recettes qui doivent être déployées pour l'investissement. Et alors là, on peut dire on peut financer tel ou tel projet. Il y a aussi à côté de cela les investisseurs qui peuvent nous accompagner dans l'optique de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur Jean-Félix et Yogo BM, vous, dans la commune d'Ovendo, est-ce que vous comptez faire avec les investisseurs ce qui n'intéresse pas forcément monsieur André Loïc en face de vous? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que pour trouver des sources de financement, il faut savoir d'abord que la mairie a des recettes. Ouais. Et ces recettes-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on les restructure, on réorganise pour savoir combien rentre réellement à la mairie. À partir du moment où nous avons identifié ce que la mairie a comme recette sur toutes les taxes que la mairie prélève, c'est déjà une partie. La deuxième chose qu'il y a, moi je suis à Ovendo, et toutes les sociétés, les majors sont à Ovendo. Ces sociétés-là ont une obligation de développement durable. Donc ces sociétés rentreront en contribution pour que nous puissions financer certains projets. Là, vous évoquez la RSE, il y a justement la RSE, ouais. Il y a aussi la partie de la RSE. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une société, les sociétés qui sont à Ovendo, quand une société travaille quelque part, elle doit s'occuper de son environnement et à la limite du bien-être des populations. Donc, si ces sociétés contribuent déjà à cela, soit c'est en partie, elles donnent, parce qu'on peut prélever 2% sur leur chiffre d'affaires, donnent ça à la commune, c'est déjà une source de financement non négligeable. Et derrière, vous le savez comme nous, monsieur Jean-Félix, oui, que même lorsque les sociétés dans certaines communes ont donné de l'argent aux municipalités, cet argent n'a pas forcément servi au développement de la localité. Vous, quel est le mécanisme que vous allez mettre en place pour bien gérer ces fonds, pour qu'ils ne soient pas détournés? Merci. En fait,
nous avons dans notre parti, parce que je représente l'ADER, on a une idéologie sociale, démocratie, participative. Notre approche, c'est laquelle? On a plusieurs quartiers. Dans chaque quartier, première chose à faire, c'est que nous puissions avoir une antenne. Ça veut dire un groupe de réflexion des populations. Chaque quartier, il y a un groupe de réflexion. Et ce groupe de réflexion, quand le conseil communal, parce qu'ils nous ont donné tous leurs projets, tous leurs besoins, quand le conseil communal se réunit pour classifier, valider, décider sur les projets, on a besoin à chaque réunion de décision qu'un représentant de chaque quartier ou deux soit présent, voit la validation, voit comment ça se passe. Et quand nous planifions maintenant pour élaborer, pour rentrer dans le projet, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne, c'est elle qui remonte l'information aux gens de son quartier. Et en fait, nous ne voulons pas gérer seuls. Je vous ai dit, dans notre idéologie, le premier pan, c'est que nous avons la partie sociale. Nous mettons l'homme au centre. Nous voulons que tout ce qui se fait dans la commune, tout ce qu'il y a comme investissement, contribue à valoriser l'homme. Vous n'avez pas de projet prioritaire, par exemple? Non, les projets prioritaires seront décidés par le conseil communal. Le conseil communal se réunit. On a toute une liste de projets, puisque les populations nous ont déjà présenté les problèmes que les populations vivent. Donc, on va maintenant classifier, décider sur les projets. Je ne peux pas aujourd'hui dire que ça c'est prioritaire et ça c'est pas prioritaire. Il y a des études, il y a des choses à faire. Donc je ne peux pas, du coup, moi, fixer l'ordre de priorité des projets. J'ai un conseil communal qui est là pour ça. Eux, ils vont décider sur la priorité des projets. Si c'est celui-là qui est prioritaire, on commencera par celui-là. Si c'est un autre, mais comme vous avez parlé des sources de financement, c'est pour ça que j'ai d'abord identifié les recettes et ensuite les sociétés qui nous entourent. On est quand même à la porte de Libreville. Toutes les grandes sociétés se retrouvent là-bas. Et ces sociétés doivent participer au bien-être des populations et à l'environnement. Mais ce sera un partenariat qui se fait, une négociation des approches qu'on va développer entre nous qui permettront à ce qu'on a envie de réaliser se réalise. Au deuxième arrondissement, il n'y a peut-être pas autant de sociétés que dans la commune de Vendo. Monsieur Jeff, vous, comment comptez-vous financer vos projets pour le deuxième arrondissement? Comme je vous ai dit que notre vision, c'est de faire de notre capitale un visage humain, sûr et prospère. Et nous avons défini un tout petit peu les piliers sur lesquels repose ce projet de société. Oui. Et parmi ces leviers, nous parlons de la bonne gouvernance. À la mairie de Libreville, pour cette année, il y a un budget de 25 milliards, qui a eu une rallonge de 500 millions, donc ça fait 25 milliards, 26 milliards. Et lorsque vous regardez l'utilisation de cet argent-là, ça ne sert qu'à payer les salaires. À 80%. Voilà, à 100%. Donc, le pourcentage de l'investissement est quasi nul. Donc, il va falloir que, lorsque nous venons à la mairie, que nous cherchons à comprendre pourquoi la priorité, c'est sur les salaires des agents. Nous avons déjà fait, comme je vous l'ai dit au début, nous avons d'abord interrogé la loi, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation 1596, celle qui l'a suivie, le 001/96. Nous avons également visité la loi d'orientation 28 là, sur le transfert de compétences. Oui. Et c'est cela qui nous donne l'espoir aujourd'hui que ces 26 milliards là, normalement, ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous regardez le budget de la commune de Libreville, 26 milliards, un pays qui a énormément de ressources, une capitale qui regroupe la plupart des opérateurs du secteur tertiaire. Vous allez à Dakar, vous allez voir à Dakar, le budget, c'est 89 milliards. 89 vous milliards. ne voulez compter que sur la dotation de l'État, vous ne voulez pas créer vous-même de la richesse? J'en arrive, madame. Alors, pour créer, il faut d'abord qu'on essaie d'exploiter ce que nous avons. Parce que dans les 26 milliards qui vont totalement dans le paiement des salaires,
il faut chercher à trouver la solution. La solution, c'est faire comme ça se faisait dans les années 90, c'est-à-dire la mairie avait des usines qui fabriquaient, par exemple, des parpaings industriels, qui fabriquaient un certain nombre de choses. Donc, on déployait les agents là-bas. Donc, il faudrait vraiment, au niveau de la mairie, qu'on mette un pied sur ce problème de personnel pléthorique. Et ce personnel pléthorique, parfois, ne fait pas grand-chose. Donc, on peut les déployer vers des petites créations que la mairie pourra avoir de côté. Par exemple, au niveau de Libreville, nous avons besoin par exemple, d'une grande société qui vend du sable, qui vend du ciment. La mairie le faisait avant, mais aujourd'hui, c'est des opérateurs privés qui le font. Et lorsqu'ils le font, ils augmentent les prix. Alors, la mairie de Libreville, si on y est, on va discuter avec l'État. Si on peut nous donner encore ce secteur-là pour pouvoir caser nos gens là. Si on case nos gens là-bas, le budget que nous avons en ce moment pourrait être mieux déployé pour que nous puissions créer certaines conditions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous rêvez grand et on vous le concède pour la mairie centrale, mais déjà pour les populations du 2e arrondissement. Qu'est-ce que vous leur proposez? Pour les populations du 2e arrondissement, ce qu'on leur propose, c'est de mieux connaître comment les ressources sont collectées. Parce que vous savez que lorsqu'on regarde aujourd'hui, moi-même, je suis un cadre de la mairie. J'ai 30 ans de mairie. Donc, je sais que le grand problème au niveau des collectivités aujourd'hui, c'est le recouvrement. Le recouvrement est mal fait. Il y a des déperditions d'argent qui restent parce qu'on n'a pas suffisamment recouvré. Et puis... parce qu'on a détourné. Oui, justement, on a détourné. C'est pourquoi je vous ai dit, le premier pilier de notre projet de société, c'est la bonne gouvernance. Il faudrait que lorsqu'on va recouvrer de l'argent, que cet argent rentre effectivement dans une caisse unique et qu'on sache exactement ce qu'on peut en faire. Et puisqu'on doit essayer de ralentir notre train de vie, c'est-à-dire notre dépense, il faudrait vraiment qu'on trouve une solution sur l'effectif pléthorique et qu'on investisse de l'argent de manière rationnelle. Quand vous parlez, vous insistez sur l'effectif pléthorique. Est-ce que vous comptez dégraisser les effectifs au niveau de la mairie centrale? Non, je compte plutôt les revaloriser. Je vous ai dit que à la mairie de Libreville, il y avait des corps de métier comme des éboueurs qui se retrouvent aujourd'hui agents publics. Tout simplement parce que lorsqu'on a dit qu'il n'y a plus la main-d'œuvre non permanente, on les a mis comme fonctionnaires locaux, ainsi de suite. Et cela a grévé la masse salariale. Alors, si on crée des entreprises qui sont gérées par la mairie de Libreville, qu'on peut délocaliser ces agents-là pour aller travailler là-bas afin de trouver, par exemple, une plus-value qui va faire en sorte que ces agents pourront être payés normalement, et ça va permettre à la grande mairie de faire des économies et de pouvoir réorienter cet argent-là vers d'autres choses. On va passer la parole à nos experts. Monsieur Tefi Lewis et Zozomo, quels sont les leviers, selon vous, financiers que les collectivités locales devraient exploiter pour renforcer leur autonomie? Merci pour la question. Alors, avant d'y répondre, je voudrais d'abord lever quelques équivoques. Revenir sur certaines affirmations qui ont été avancées. La première concerne la possibilité pour un député de porter haut et fort les projets de sa localité. Non, le député est l'élu de la nation. Le mandat impératif est nul. Une fois qu'un député arrive à l'Assemblée nationale, qui l'a dit, monsieur? Il n'est plus là pour représenter sa localité, mais pour représenter la nation tout entière. En revanche, au niveau des collectivités locales, au niveau local, effectivement, le rôle des élus est d'assurer l'ordre public. Par ordre public, on entend la sécurité publique à travers les éclairages publics et autres. Donc, c'est ce que disent les articles 44, 53 et 98 de la loi sur la décentralisation. Bon, deuxième équivoque rapidement. Alors, on ne peut pas envisager développer une collectivité locale sans faire appel aux investisseurs. Et la loi sur la décentralisation est claire. Il y a des coopérations locales et des coopérations décentralisées. Article 148, 149, 152, je pense. Les coopérations locales s'opèrent entre les collectivités locales au niveau national, alors que les coopérations décentralisées s'opèrent entre les collectivités locales et les collectivités étrangères. Le Gabon, enfin, une collectivité locale gabonaise peut par exemple conclure un partenariat avec une collectivité locale du Cameroun, de la France, et j'en passe.
Alors, j'en viens maintenant à la question que vous avez posée, celle de savoir comment faire pour financer les collectivités locales. Oui. Je m'appuierai sur la loi sur la décentralisation au Gabon. Cette loi est claire en son article 228. Elle prévoit deux types de financement. Les financements temporaires et les financements définitifs. Au niveau des financements temporaires, il s'agit principalement de l'emprunt. Les collectivités locales peuvent emprunter naturellement auprès des investisseurs étrangers ou alors auprès de l'État central. En ce qui concerne les sources de financement définitives, on a les impôts locaux, on a les transferts étatiques, donc lorsque l'État transfère des subventions aux collectivités locales. On a également des recettes diverses, telles les redevances, les taxes que la municipalité, enfin que la collectivité elle-même peut, entre griffes, instituer. Voilà ce que je puis dire. Oui. Les taxes, la collectivité peut les instituer, même si elles ne sont pas inscrites sur la loi des finances? Alors non, en réalité, cette institution est conditionnée. En réalité, le pouvoir fiscal appartient au législateur, en vertu de la souveraineté de l'État. Cependant, le législateur, dans la loi des finances et dans le code des impôts, permet aux collectivités locales de créer certaines taxes. Mais donc, alors, ces taxes sont créées à condition que le législateur les approuve. Oui, derrière, le principe, il est connu. Vous l'avez de nouveau énuméré ici, énoncé. Mais ce qui se passe dans les faits, c'est qu'on parle de détournement de fonds. On parle de détournement, enfin, de manque de traçabilité, de manque de transparence dans la gestion locale de ces ressources. Comment ces élus locaux, ces futurs élus locaux, pourraient mettre en place des mécanismes pour améliorer la gouvernance dans leur municipalité et localité? Alors la question de la bonne gouvernance est prégnante. Elle se pose avec acuité dans notre pays. Je pense que c'est une question de manque de volonté. Donc ce n'est que si les élus locaux font montre de volonté et surtout de devoir d'ingratitude parfois, et si ces derniers font également montre de responsabilité, qu'une meilleure gestion des finances publiques, des deniers publics pourrait être constatée. Alors, M. Ouroura, vous avez suivi les uns et les autres. Quelqu'un qui a évoqué la diversité de la liste qu'elle représente. Est-ce que le fait d'avoir une diversité de profils sur une liste permet de garantir la bonne gouvernance dans une municipalité? Ça peut être un facteur de bonne gouvernance? Bon, mais écoutez, j'aimerais quand même préciser quelque chose. C'est vrai que sur la liste, naturellement, des ressources que peuvent disposer les collectivités locales, elles sont nombreuses, les dotations, etc., et même la possibilité de l'emprunt. Mais je pense qu'il y a quand même précision sur l'emprunt. Il ne s'agit pas d'emprunter pour payer, par exemple, des traitements des agents locaux. Il s'agit, bien sûr, d'investir. On emprunte pour les collectivités locales pour investir. Et autre précision, bien entendu, c'est la loi sur la décentralisation, c'est l'article 356. C'est très important. Les collectivités locales ne peuvent pas emprunter au-delà de 30% de leur budget. Donc ça, c'est une précision extrêmement importante pour les élus locaux. Donc c'est essentiel. Maintenant, bon, oui, la diversité de candidats et des listes, naturellement, ne garantissent pas forcément une bonne gouvernance, c'est très évident. Je pense que la question de décentralisation de la décentralisation est beaucoup plus complexe que cela. En même temps, mais je pense que le débat qui a été soulevé, vous voyez, c'est des questions de gouvernance, vous voyez, des questions d'autonomie financière. Donc ces questions-là sont liées. La gouvernance, c'est non seulement, bien sûr, la transparence, c'est aussi la participation citoyenne. Il faut impliquer les populations, parce que dans cette question de transparence, il faut que les populations soient impliquées, il faut qu'elles exercent ce contrôle-là, naturellement. Les élus locaux ne peuvent pas effectivement agir. Comment les populations peuvent justement exercer le contrôle sur le fonctionnement des collectivités locales? Naturellement. Bon, est-ce qu'il y a une instance qui leur permet de... Mais là aussi, je pense qu'il y a M. Lewis a esquissé effectivement un certain nombre de choses. Lorsque vous décidez aujourd'hui d'un projet, mais il faut l'inclusivité. Il faut peut-être, bien sûr, s'assurer de l'adhésion des
population, parce qu'il s'agit bien des administrés. Il s'agit bien. Je pense que là où nous sommes tous d'accord, un élu local, c'est d'abord la question de la proximité. Hein, l'intérêt de la décentralisation, c'est bien sûr la proximité. Mais c'est aussi l'idée aussi de rationalisation de l'action publique, la question de l'efficacité de l'action publique. Donc on la rapproche des populations pour que ces populations, bien sûr, s'imprègnent véritablement de la décision qui sont prises par les autorités. On a également évoqué la question des effectifs qui sont pléthoriques dans les municipalités, alors que les ressources sont assez limitées. Comment investir si on doit dépenser la majorité de son budget pour le fonctionnement? Je pense que là, on a un peu posé véritablement la question. On ne peut pas avoir des collectivités locales dans lesquelles, effectivement, plus de 80% du budget est réservé à la masse salariale. Ce n'est pas normal. Ça doit être inversé. Vous voyez, 80%, bien sûr, pour l'investissement, 20% pour, bien sûr, le fonctionnement des collectivités locales. À partir de ce moment-là, on va parler véritablement de décentralisation. Mais il y a aussi le fait que M. Zozoma a parlé de la question de la volonté. Vous savez, la décentralisation, c'est deux mouvements. Hein. Je pense qu'on a discuté de la question de la subsidiarité ascendante, descendante. Ici, il y a la question de, bien sûr, l'autorité du tutelle, mais aussi la question, voilà, des collectivités locales qui, elles-mêmes également, bien sûr, ont une action. Vous voyez, cette synergie, bien sûr, de ces deux actions, hein, nos Anglais parlent de bottom-up et bien sûr de top-down. Vous voyez, top-down, quand ça dit, bottom, voilà, vous voyez, c'est ce mélange, cette synergie-là qui permettait effectivement aux collectivités locales, bien sûr, de fonctionner correctement et d'être, bien sûr, certainement au cœur du développement du Gabon. Parce qu'il s'agit bien de cela. Je l'ai rappelé dès le départ, la décentralisation est vitale pour le Gabon. Libreville, naturellement, et cette image-là, d'ailleurs, qui nous démontre très bien que quand vous allez, au moment où nous parlons de Libreville, nous sommes aux élections, regardez, Libreville est vide. Puisque toutes les populations se ruent. Les populations sont à l'intérieur du pays. Oui. Elles démontrent bien que tout se passe, tout devrait normalement se passer là-bas. Le Gabon ne peut plus se développer simplement par du pouvoir central. Même si il faut que les collectivités locales prennent leurs responsabilités. On pourrait comprendre ces mouvements des populations différemment. Madame Dina Koussou, pour conclure, on va faire un dernier tour de table. Et vous êtes la première à prendre la parole pour conclure. Chacun de vous dispose de 2 minutes, top chrono. Qu'est-ce qu'on doit retenir? D'accord. D'abord, j'aimerais clarifier à l'expert à côté de moi que je disais tantôt qu'Akonda pour le Progrès porte une candidature au local et une candidature aux législatives, toujours pour ce même siège, donc le 2e arrondissement d'Akonda. Donc peut-être nous ne sommes pas compris là-dessus. Et donc j'aimerais modestement, avec respect et humilité, m'adresser aux compatriotes qui résident dans notre arrondissement. Je voudrais vous inviter à faire confiance à Akonda pour le Progrès, en votant au local notre tête de liste, M. Louis Junior Clémenceau Wanga, et en votant aux législatives votre humble servante, Madame Dina Koussou. J'aimerais vous inviter à voter pour nous parce que nous voulons travailler avec vous afin de donner une nouvelle dimension à la commune qui est la nôtre. Vous le savez, Akonda, c'est 100 000 habitants. Sauf que 100 000 habitants, nous n'avons que 160 agents et cadres au niveau de la mairie. Donc, on a des problèmes de sous-effectifs. Ajoutez à cela, Akonda, la mairie d'Akonda est locataire depuis plusieurs années maintenant. Ça ne peut plus continuer. Akonda a des problèmes d'insécurité dus aux problèmes d'éclairage public. Akonda a des problèmes d'eau. Akonda a des problèmes de voirie. Akonda n'a pas suffisamment d'écoles publiques. Akonda a besoin de projets concrets. C'est pourquoi nous voulons proposer de construire une crèche municipale pour régler le problème de ces jeunes filles qui sont obligées d'abandonner leur projet d'études parce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes s'occuper de leurs enfants. Nous voulons aussi en même temps, avec vous, parce que vous allez nous aider à faire aboutir ce projet. Nous voulons construire une fourrière municipale. Nous voulons avoir un cimetière
un cimetière au niveau d'Akanda, il n'y a pas de raison que la dignité, et je veux le dire ici, de nos défunts ne soit pas respectée, parce que nous sommes obligés de prendre leur corps pour amener ces derniers à aller se faire enterrer ailleurs. Nous voulons aussi, avec votre aide, lancer le programme d'insertion professionnelle pour Akanda. C'est un programme qui nous permettra de donner de l'emploi aux jeunes Akandais par le canal des opérateurs économiques qui évoluent à Akanda. Si vous décidez de nous élire, sachez que dès janvier 2026, nous allons convoquer tous les opérateurs économiques de la commune d'Akanda. Et nous dirons à ces opérateurs économiques, il n'y a pas de raison que vous n'embauchez pas les jeunes d'Akanda. Il n'y a pas de raison que vous ne donnez pas du travail à ces jeunes. Et je termine sur cela, si vous le permettez, parce que les populations nous regardent et nous sommes venus là pour leur expliquer de façon claire et précise. Nous sommes pris par le temps, Madame Nina Poussou. Nous sommes obligés de donner la parole à Monsieur Oyini. Un projet inclusif, participatif et citoyen. Donc demain, ne vous trompez pas, votez pour Akanda pour le progrès. Monsieur Oyini. Pour conclure. Merci bien à vous. Je vais également soulever un point donné ici par mon Essayez frère. d'être précis et concis. S'il vous plaît. Mon frère, tout à l'heure, l'expert, je pense monsieur Tefi, a dit que certainement, monsieur André Loïc Oyini, que je suis tête de liste indépendant pour les locales au 6e arrondissement, prétend que nous pouvons aller, gérer les collectivités locales, donc la mairie du 6e arrondissement, sans compter sur les investisseurs. Non. Nous pouvons nous passer des investisseurs selon l'importance du projet, la grandeur du projet. Voilà pourquoi j'expliquais tantôt tout à l'heure que nous devons d'abord créer nous-mêmes les richesses, créer de l'emploi à travers les mécanismes que nous allons mettre en place, notamment, j'ai pris un exemple, alors là, tout bête, de gaboniser le secteur de entretien espace vert, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de votre offre, monsieur? Ça va créer de l'emploi. Donc, pour ne pas revenir là-dessus, nous, GEVI, alors, nous allons déjà tourner la page au niveau du 6e arrondissement. Le 6e arrondissement a un gros problème. Le gros problème, ce sont les hommes. Les hommes qui dirigent le 6e arrondissement, les hommes politiques qui dirigent le 6e arrondissement n'y résident même pas, ne connaissent même pas les réalités de leurs concitoyens, on va dire soi-disant concitoyens. Et ça, c'est la première chose à changer. Alors j'invite les populations du 6e arrondissement à voter les leurs, à voter ceux qui sont proches, qui sont au quotidien. Et en plus, vous savez, les projets, ils sont énormes. Ils sont énormes. Mais des fois, ce sont des petits projets qui ne coûtent rien pour le budget de la municipalité. On est obligé de passer la parole à ce monsieur. Si vous me permettez, comme le temps est déjà terminé. Je vais terminer sur le plan en 10 secondes. Je vais simplement, encore une fois, inviter les populations du 6e arrondissement à regarder, observer notre logo et notre slogan « Qui ose gagne ». Je vous remercie. Voilà, monsieur Jean-Félix Eyogo, 2 minutes, très rapidement pour conclure votre passage ici. Qu'est-ce que vous dites à vos populations, les populations du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo qui vous regardent ce soir? 1er arrondissement. 1er arrondissement, oui. Pardon. Ce que je veux dire à la population d'Ovendo, c'est que j'ai fait le tour de tous les quartiers, je vous ai écouté, je vous ai présenté la volonté de l'équipe qui est avec moi pour prendre soin de la commune d'Ovendo. Alors, nous vous avons dit que nous voulons une gestion et une gouvernance participative. C'est vous qui nous confiez le mandat pour qu'on soit à la mairie. C'est ce que vous nous avez confié comme projet que nous voulons réaliser pendant les 5 ans que nous aurons. Merci monsieur Jean-Félix Oyini, vous aviez été assez bref. Alors, on va passer à monsieur Jeff François. C'est à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion ou un appel à vos électeurs qui vous suivent. Oui, lorsque nous avons sillonné tout le 2e arrondissement, nous avons fait un constat. C'est que le 2e arrondissement n'a pas, à l'heure actuelle, suffisamment d'argent pour investir. Mais il y a une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est de permettre, lorsque vous regardez le 2e arrondissement, il y a eu beaucoup de casses. Que ça soit derrière l'Assemblée, que ça soit dans certains espaces du domaine public communal,
des espaces se sont ouverts. Nous nous disons, si nous sommes à la mairie de Libreville... Mais des espaces qui vont servir à quelque chose, pour justement, parler de derrière l'Assemblée. Nous vous avons dit qu'à Libreville, il manque les parkings, les lieux de stationnement, il manque les marchés de proximité, il manque pratiquement tout. Les commerçants vendent au bord de la rue. Et nous avons aujourd'hui des espaces qui ont été libérés. Si nous sommes à la mairie de Libreville demain, en plus de ce que, lorsque nous allons prendre les rênes de la mairie, nous allons rechercher des partenaires avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui. Nous allons chercher les partenaires pour essayer de nous aider à récupérer ces espaces vides où quelques herbes et les arbustes ont commencé à pousser pour créer des lieux de stationnement qui peuvent être exploités par la jeunesse du 2e arrondissement pour le gardiennage. Nous pouvons également faire des marchés de proximité pour nos commerçants bien aménagés. Et c'est terminé, monsieur Jeff. Vous allez permettre qu'on reprenne la parole. Oui, non, mais je n'ai pas échoué. Je voudrais demander aux votants, aux populations du 2e arrondissement, de voter la liste de M. Jeff François Elengomo. Je suis ingénieur urbaniste. Je travaille à la mairie depuis 30 ans déjà. J'ai vu les maires faire et je crois que j'ai une sérieuse expertise maintenant à mettre à leur disposition pour que quelque chose change. La mairie du 2e arrondissement est la seule mairie qui n'a pas de siège. Ce n'est pas normal. Les mairies d'arrondissement sont créées depuis 1974. Et vous qui voulez faire de Libreville une capitale à visage humain, sûr et prospère, les populations l'ont entendu. Merci à vous, monsieur Jeff François Elengomo, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes donc candidat pour le compte de l'Union nationale dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. À vos côtés, nous avions monsieur Jean-Félix Eyogo Beyem qui, lui, travaille en fonction des besoins des populations, puisqu'il l'a dit sur ce plateau, il a écouté les populations et il veut porter haut les besoins de ces populations du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo, non sans s'appuyer sur la participation des entreprises et des acteurs financiers qui sont dans cette commune. Merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Vous représentiez la DER et vous êtes donc candidat dans le 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. En face de vous, nous avions M. André Loïc Oyini-Mombo, candidat indépendant dans le compte du 6e arrondissement, oui, de la commune de Libreville. Vous comptez vous appuyer sur une action beaucoup plus proche des populations en pensant aux commerçants, aux personnes vivant avec un handicap et en impulsant le développement local dans cet arrondissement qui a longtemps souffert, selon vous. Enfin, nous avions la seule femme sur ce plateau, Mme Dina Koussou, qui représentait la commune d'Akanda, précisément dans le 2e arrondissement. Elle, ou pour elle et pour sa coalition, tout est possible. Il faut redorer l'image d'Akanda. Akanda, au-delà des villas, c'est la souffrance des populations qu'ils espèrent, si et seulement si les populations leur octroient leur suffrage, essayer de combler. Merci à vous, chers candidats, d'avoir accepté l'invitation de la Haute Autorité de la Communication et d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers experts. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On va changer de panel, recevoir 4 nouveaux candidats. Occasion pour nous de juste marquer une petite pause. Nous sommes donc de retour dans la deuxième partie de cette émission spéciale axée sur les programmes des candidats face aux attentes citoyennes. Une émission, il faut le rappeler, organisée par la Commission d'égal accès des partis ou groupements de partis politiques aux médias publics, Arnaud. Elle a pour objectif, Marielle, d'expliquer donc les programmes des candidats présents avec nous ce soir dans le respect mutuel et du temps de parole qui leur est donc accordé. Comme au précédent panel, nous recevons à nouveau 6 invités. 6 invités, donc 4 candidats que je m'en vais de suite présenter. Nous avons à mon extrême droite M. Franck Guéma, un visage certainement connu du grand public, mais quand même, vous êtes pour candidat déjà dans le compte du
parti ou de la coordination nationale concertée pour le développement. Vous vous présentez en tant qu'indépendant, il faut le préciser, non du tout, dans le cadre de cette coalition, Monsieur Franguema? Non, le CNCD est un parti politique reconnu légalement depuis 2018. Et dont vous assurez la présidence. Exactement. Voilà, c'est effectivement cela. Vous êtes tête de liste pour les élections locales, candidat aux législatives aussi, exact, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. J'ai comme l'impression que cette commune rivalise un peu avec le 6e arrondissement de Libreville, au regard de nombreuses candidatures que nous recevons ici déjà sur ce plateau. Mais vous aurez l'occasion de vous exprimer. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. En face de vous, nous avons Monsieur Jean-Victor Mouakbading qui représente, lui, le mouvement d'émancipation socialiste du peuple, MESP. Il y a une coalition entre donc le MESP et le RPG. Vous êtes candidat dans le 6e arrondissement de Libreville. Merci Madame. Je voudrais remercier l'AC. On va vous donner la parole. On vous présente d'abord, ensuite on revient vers vous. Ok. Merci beaucoup. Et en face, nous avons Monsieur Michel Ngomo. Alors, si j'ai bien compris, c'est Michel Nathaniel Ngomondon, c'est cela. Voilà. Pour le compte du 2e siège dans le 6e arrondissement, tête de liste au local, pour le compte d'Ensemble pour le Gabon. Voilà. J'y arrive. Et la seule dame dans ce panel à qui nous donnerons certainement la parole en premier pour présenter son programme, c'est Madame Victoire Lasseni Dubose. Elle est leader politique dans cette nation, dans ce pays. Elle n'est plus à présenter. Ici, elle se présente en candidate indépendante pour le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Je présente des candidats. Vous présentez des candidats. Vous n'êtes pas candidate vous-même. Vous venez donc parler pour votre coalition. C'est cela. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, d'être en tout cas sur ce plateau. Et nous sommes toujours avec nous, mêmes experts, Arnaud. Tout à fait. Il s'agit du docteur Woura, qui était déjà avec nous ici, et puis Tefi Lewis et Dozomo Nkulu, tous deux sont des docteurs en droit public, et c'est eux qui vont nous éclairer ce soir. Ce sont eux qui vont nous éclairer. Madame Victoire Lasseni Dubose, occasion pour nous de commencer avec vous. Puisque vous présentez des candidats, peut-être nous expliquer quel est le programme que vous portez avec ces candidats que vous présentez dans le 1er et le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, c'est cela? Alors, après 33 ans de politique, depuis 1990, à l'avènement du multipartisme, du 2e multipartisme, je suis sur les rangs politiques. J'ai décidé, après 33 ans, de me retirer de la politique, mais de présenter des candidats, de pousser les jeunes, de pousser les femmes, parce que je pense que j'ai beaucoup donné à la République. Je suis ici donc pour présenter 3 personnes qui sont derrière moi. La tête de liste du 6e arrondissement, la personne de M. Rosmo, parce que le titulaire est tombé gravement malade. Nous avons Mme Koussou, Sophie, qui représente le 1er arrondissement, et Mme Bignani, qui représente le Ovendo. Voilà, donc je suis là pour les pousser dans le mouvement Concorde nationale, un mouvement que je tente de faire passer depuis le pouvoir en place précédent et que je fais repartir cette fois-ci, parce que nous ne sommes pas loin des 10 000 adhérents. On se dit, cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous aurons notre agrément très bientôt. Et donc avec ce mouvement Concorde nationale, dans le 1er et le 6e arrondissement de Libreville et même dans la commune d'Ovendo, oui, qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux populations? Alors, ce que je propose de nouveau, qui n'est pas ancien, c'est ce que j'ai toujours fait. Lorsque j'ai été députée de la République dans les années 90, je n'ai pas été un parlementaire avec des missions régaliennes. Je me suis rendu compte que les populations avaient des attentes et que nos missions régaliennes ne répondaient pas aux attentes des populations. D'où le choix que j'ai fait d'écouter les populations, d'aller vers eux et d'aller auprès des autorités compétentes chargées de régler leurs problèmes. C'est ainsi, par exemple, que pour l'école publique des charbonnages, j'avais écrit au président de la République à l'époque, Omar Bongo, de la part des populations qui voulaient une école rapprochée de leurs habitations.
nous avons eu l'école publique des charbonnages. Ça, c'est votre bilan en tant que député, mais là, qu'est-ce que vous comptez Mais proposer? non, je veux qu'ils fassent la même chose, c'est-à-dire que ceux qui suivent le mouvement Concorde national sont dans la même lignée. Ils vont écouter les populations, ils font des doléances auprès des ministres concernés par chaque problème, par le ministère de la Santé quand il s'agit d'avoir un dispensaire, ministère de l'Éducation nationale quand il s'agit des écoles. Et eux, leur devoir à eux, les conseils municipaux, c'est d'aller vers les autorités, obtenir pour les populations ce qu'on en attend. Voilà, merci beaucoup, Madame Lassoni Duboz. On aura l'occasion de revenir vers vous. Votre voisin de gauche, Jean-Victor Mouakbading, vous proposez aux populations une offre politique axée sur le changement. En quoi consiste-t-elle? Merci, Madame. Je voulais d'abord vous rappeler, je suis premier secrétaire du mouvement d'émancipation sociale du peuple, oui. Parti panafricaniste, socialiste et panafricaniste, pour la libération de notre continent. J'étais candidat à l'élection présidentielle de 2023 et les Gabonais savent ce que je veux pour le Gabon, pour l'Afrique. Maintenant, je suis arrivé ici, lors des premières émissions en rapport avec les élections, il y avait un malentendu. Moi, je suis membre d'un groupement RPG MSP. Nous sommes entendus pour avoir une coalition. Voilà. Quand j'arrive, je me rends compte que le débat ne portait pas sur les législatives. Plutôt sur les locales. Plutôt sur les législatives, mais pas sur les locales. Oui. Et là, nous sommes dans le débat des locales. Voilà. Je remercie. Donc vous êtes au bon endroit. Jean-Claude Franck Mendom, qui m'a convaincu qu'étant invité, je ne devais pas partir. Parce que moi, je vous dis, je ne suis pas pour les législatives, je pars. Il a réussi à me convaincre. Et il a dit, je serai invité à cette émission. Et vous y êtes? J'y suis. Oui. Et je me rends compte qu'il peut y avoir des Gabonais qui ont la foi, la parole donnée. Ils ne sont pas nombreux au Gabon. Avoir la foi, la parole. Je remercie ces compatriotes-là. Je ne croyais pas. On m'a invité, je suis là. Votre offre politique pour le 6e arrondissement? Maintenant, mon offre politique, c'est l'offre politique du RPG, du MSP. Oui, de je suis candidat pour appliquer un programme en 4 points. Oui. Est-ce que je peux le décliner maintenant? Oui, allez-y. Nous voulons, avoir une mairie de proximité pour une gestion saine, juste de la mairie et l'administration municipale. Nous sommes aussi pour l'implication. Monsieur Mouakbading, si vous pouvez vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien, pour que les populations saisissent. Il y ait une implication des populations dans la politique que nous allons conduire. Parce que pour nous, il faut que le peuple soit dans sa souveraineté à nous accompagner dans ce que nous allons faire. Nous voulons aussi la résolution réelle des problèmes de l'arrondissement. Mais le plus important pour nous, c'est faire en sorte que nous logeons à l'initiative collective et individuelle dans la résolution des problèmes qui concernent l'arrondissement. Au nombre de ces problèmes, il y a des problèmes économiques, problèmes sociaux et culturels. Ces problèmes seront résolus par notre futur maire en alliance avec les populations. D'où l'idée des mairies de proximité. Voilà. Très bien. Mairie de proximité. On va aller dans la commune d'Akanda avec M. Franck Nguema. On sait, vous avez siégé une fois à l'Assemblée nationale. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que vous soyez candidat au local de cette année. Qu'est-ce que vous proposez aux populations du 2e arrondissement de la commune d'Akanda? Merci. Je voudrais dire que notre programme municipal, d'abord, il est tiré d'une expérience d'élu d'Akanda entre 2018 et 2023. Cela m'a permis effectivement de prendre le pôle de Akanda, d'être en contact avec les populations et de pouvoir noter leurs aspirations et leurs préoccupations. À partir de cette expérience de 5 ans de mandat, eh bien, on a pu noter que les préoccupations des populations d'Akanda sont quasiment les mêmes en général que celles des Gabonais,
mais qui a des spécificités qui sont liées au fait de l'urbanisation. Vous savez, le Gabon est un pays très urbanisé. C'est certainement l'un des pays les plus urbanisés en Afrique, avec 83% des populations qui vivent en zone urbaine. Et Akanda n'y échappe pas. Mais effectivement, nous avons des zones encore qui ont je dirais, un visage rural et qu'il faut savoir intégrer en termes de développement local. Et c'est là où je dirais, mon attachement à cette candidature locale est plus forte que jamais, parce que je souhaite effectivement faire d'Akanda, avec mes compatriotes qui sont sur la liste, une commune où le progrès et, je dirais, le bien-être des populations est au centre de la politique municipale. Oui, à travers quelles actions sur le terrain? Alors, les actions sont claires. Aujourd'hui, les Akandais, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité. On ne pourra pas le faire seul. Et c'est là où le travail avec le gouvernement et l'État sera essentiel. Mais néanmoins, nous pourrons, en tant que municipalité, mettre en place des forages dans les zones les plus reculées et sous-intégrées de la commune d'Akanda. Je viens d'en faire un à la cité Alhambra P3, un forage qui permet d'avoir de l'eau potable pour les populations de cette cité P3 qui était vraiment abandonnée d'après leur dire. Vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que les populations font confiance d'abord à ceux qu'elles voient. Beaucoup viennent aujourd'hui se présenter devant elles. Elles ne sont pas dupes. Mais ce qui est important, c'est que l'homme, l'élu de proximité, c'est celui qui est capable d'apporter des solutions, comme il a apporté pendant 5 ans, que ce soit au plan de l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit au plan du soutien scolaire. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et tout cela, aujourd'hui, on veut aller plus loin dans notre ambition, c'est d'apporter véritablement une commune qui progresse sur les services de proximité. Et ces services de proximité, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le sport. Et grâce à la décentralisation que le président Oligui va accélérer à partir de janvier 2026, si tout se passe bien, eh bien, nous comptons effectivement profiter de cette décentralisation pour pouvoir mettre en place les projets sociaux et notamment optimiser aussi la fiscalité locale par la digitalisation. Vous savez qu'il faut lutter contre la corruption. Ça sera un de nos chevaux de bataille. Et enfin... Monsieur Franck Demont, on reviendra vers vous. Permettez également à l'autre... Mais je voudrais juste chuter, s'il vous plaît. Très rapidement. Je voudrais chuter en disant que on va devoir combattre la masse salariale du conseil municipal. Parce qu'aujourd'hui, avec un budget d'1,6 milliard, on ne comprend pas que uniquement 7% de ce budget soit alloué à l'intérêt des populations. On saura comment vous allez nous dire comment vous allez procéder pour y parvenir. Mais en attendant, M. Michel Nathanaël Ngomo, vous êtes donc candidat au 6e arrondissement de la commune de Libreville. Vous également, vous avez une offre politique. Quelle est-elle? Notre offre politique part d'un constat. Aujourd'hui, au 6e arrondissement, ce n'est pas un secret pour quelqu'un que nous avons beaucoup de problèmes d'insécurité, des problèmes d'insalubrité. Nous avons des problèmes de place au niveau des marchés. Et donc, cette offre politique prend en compte tous ces problèmes-là pour offrir quelque chose qui soit adapté et spécifique, de sorte à apporter des solutions pérennes et de sorte à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème de l'insalubrité en mettant en place justement une structure qui va être dédiée à la collecte des ordures, notamment dans les bas quartiers, parce que le 6e est un vaste arrondissement, c'est le plus grand du Gabon en termes de superficie. Ou la précollecte, la précollecte, c'est-à-dire dans les bas quartiers, pour remonter les ordures dans les grands axes où la Clean Africa récupère les ordures. Donc cette entité va se charger de collecter les ordures dans les bas quartiers pour les remonter dans les grands axes. Et elle aura aussi pour but de faire dans le curage des caniveaux, le curage des bassins versants. Et à côté de ça, on compte aussi mettre en place une cellule qui va travailler en coordination avec le commissariat de Nzeng Ayon, du 6e arrondissement notamment,
pour lutter contre l'insécurité. Il est légion aujourd'hui de constater qu'il y a beaucoup de cas d'insécurité, beaucoup de faits divers qui se passent au niveau du 6e arrondissement avec des meurtres notamment. Donc la mise en place de cette cellule, n'est-ce pas, qui va travailler en cohésion, en corrélation avec la mairie du 6e arrondissement, va consister à implanter une présence policière dans les zones identifiées comme étant des zones à grand risque en termes de... Ce sont les urgences que vous avez sous la main, si vous devez être... Ce sont notamment nos urgences, mais en réalité, tout ce travail ne pourra être possible que parce qu'on aura d'abord réglé un préalable. Il faut d'abord complètement réorganiser la mairie. La mairie du 6e arrondissement aujourd'hui, quand on l'observe, elle est toute délabrée, premièrement, et ensuite, on a une pléthore d'effectifs, mais quand on a une pléthore d'effectifs, mais cet effectif, pour l'essentiel, est dédié au service d'état civil. Alors qu'une mairie, une municipalité, une mairie notamment, est censée avoir des services dédiés à l'urbanisme, des services dédiés à la gestion à la sécurité, des services, multiples services justement pour prendre en compte tous les problèmes que rencontre l'arrondissement. Donc notre priorité va être mise sur ces différents aspects. Les priorités, on les entend bien, M. Ngomo, liées à l'insécurité. Il y a plusieurs autres priorités et surtout les attentes des populations. Madame Lasseni Dubos, je reviens vers vous, vous qui représentez le mouvement Concorde nationale et qui nous avez bien dit que vous avez présenté des candidats. Vous parlez pour eux ce soir. Pour vous, quelles sont ces priorités ou quelles sont les priorités auxquelles vous allez vous attaquer avec votre mouvement? Est-ce que c'est la santé, l'éducation? Certes, vous avez été député, vous avez fait en sorte qu'il y ait cette école publique dans la zone des charbonnages, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Mais pour votre mouvement, quelles sont aujourd'hui les priorités de l'heure? Alors, les priorités du mouvement Concorde nationale, c'est avant tout la formation. Nous voulons former à tous les niveaux pour donner des raccourcis. Par exemple, nous allons nous attaquer à la formation des délinquants, des laissés pour compte. Quand vous parlez de délinquants, est-ce que ce sont des anciens détenus ou bien des jeunes? Non, des laissés pour compte, ceux qu'on croit être les marginaux de la société. Nous allons les chercher et nous allons les former parce que nous pensons qu'au travers de ces enfants, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de talents que l'on néglige, mais que nous, au niveau de notre formation, je suis psychologue de formation, donc je sais comment aller vers ces enfants. Ils viennent facilement vers moi. Je m'en suis déjà occupée à une certaine époque. On va former des jeunes qui sont laissés pour compte et qui vont venir augmenter le nombre d'agents de développement. On peut même les transformer non plus comme ceux dont on a peur parce que c'est l'insécurité, on va les transformer comme les protecteurs de leur propre arrondissement. C'est possible. C'est possible avec des méthodes d'approche non négligeables. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous venons de sillonner plusieurs zones dans ces arrondissements. Et les problèmes sont les mêmes. Le problème d'eau. Monsieur Nguema a parlé de forage. Ça fait partie aussi de la vision que nous avons de mettre en place des forages si on ne peut pas faire venir de l'eau par les turbines comme par le passé, l'eau venait par le barrage de Kingele. C'est plus possible et la ville s'est agrandie. Peut-être passer au forage. On y pense, on se dit, nous allons écrire, comme je vous ai dit, que nous, lorsque les problèmes nous viennent, ce sont les problèmes qui nous sont présentés par les populations. Nous sommes les plaidoyers, nous faisons les plaidoyers des populations. On leur a dit, à chaque fois qu'on est passé tout dernièrement, nous sommes vos oreilles, nous sommes vos yeux, nous sommes vos pieds, nous sommes les mains qui allons déposer le courrier auprès des autorités concernées. Et justement, Madame Lasseni Dubos, ces populations, elles vous regardent et elles ont déjà écouté plusieurs
politiques avant vous leur promettre de leur apporter de l'eau, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez des mécanismes différents, notamment pour financer ces projets de forage, pour que ces populations puissent avoir accès à l'eau potable? En ce qui me concerne, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu de solution. On ne parle pas de Madame non, Lasseni je sais, voilà. sais, mais les autres vont marcher sur ma ligne directrice telle que moi je l'ai fait. Je leur demande de faire la même chose parce que ça a marché. Nous avons eu à l'époque, et je pense que c'est ce qu'ils feront, puisque moi je serai en retrait, ce qu'ils feront, c'est d'aller auprès des autorités concernées parce qu'eux n'ont pas de financement. Un conseil municipal n'a pas de financement. Moi, je ne me suis pas du tout... Ils ont quand même un budget et il y aura la décentralisation, donc ils pourront avoir des ressources, voilà. Bien sûr, ils peuvent travailler avec le budget, ils peuvent travailler aussi avec des partenaires, ils peuvent travailler avec les sociétés implantées dans leur environnement. Puisque l'idée de la décentralisation est de vous permettre d'être autonome. Vous savez, ça fait longtemps qu'on parle de décentralisation. J'étais encore à l'Assemblée nationale. On espère que ça va se faire. On en parle. Mais lorsque ce sera concret, je suis sûre qu'avec cette décentralisation, les choses se feront le plus rapidement possible et se feront de manière ordonnée. Il y a, lorsqu'on gère une structure, on fait les choses par étapes. Tout ne peut pas se faire en même temps. Il faut voir les priorités. Et les priorités, ce sont les populations qui nous les donnent. Les priorités des populations, telles que nous l'avons constaté, il y a beaucoup de problèmes d'inondation. Il faut régler ces problèmes d'inondation et soit avec le budget qui sera alloué parce que la décentralisation sera là, soit avec l'aide des sociétés qui vivent. Par exemple, à Ovendo, il y a beaucoup de sociétés. Il faut travailler en partenariat avec ces sociétés, leur faire comprendre que si, parlons du chômage par exemple, on nous a beaucoup parlé du chômage. Les populations, par exemple, d'Ovendo ne comprennent pas qu'avec tant de sociétés dans leur environnement, on aille chercher des travailleurs qui viennent d'Akanda, par exemple. Ils souhaiteraient que les premiers travailleurs soient ceux qui sont à côté. Sans vouloir pointer du doigt M. Franck Guéma qui représente la commune d'Akanda ici. Non, non, parce que moi-même je suis d'Akanda, j'y habite. Donc je ne me vois pas aller travailler à Ovendo parce que c'est trop loin déjà. On vous a entendu, Madame Dubose. On va donner la parole à Mwang Bading. Vous n'allez pas aussi porter, comme Lasseni Dubose, vos problèmes à l'État central. Vous aurez quand même assez de ressources dans le 6e arrondissement pour financer vos projets. Bien. J'ai déjà dit qu'au Gabon, les gens n'ont pas la foi en la politique. La politique, c'est un lieu de mensonge. Quelqu'un vous dira, demain, je serai ministre. Ou bien, je suis opposant, demain, il est ministre. Du même gouvernement qui l'a combattu. Donc, c'est le mensonge qui calme le Gabonais. Il n'y a pas la foi en la parole donnée. Moi, pas moi, RPG, MSPI, la coalition que vous représentez, on fera tout si nous sommes portés à la mairie. Et ça est là, pour dire, on a promis aux populations, il faut réaliser ce qu'on a dit. Avec quels moyens? Les moyens, s'il y a une décentralisation réelle, la mairie aura de l'argent. Mais si c'est un mensonge, comme ça s'est fait avant, on n'aura rien. Mais au-delà de la décentralisation, oui, vous n'envisagez pas d'autres poches de financement? Oui, nous voulons que les populations se mettent ensemble et réaliser des projets qui permettent à nos populations de vivre ensemble. Par exemple, les coopératives, c'est une de nos idées sacrées. Au plan commercial, au plan agricole, on est ensemble, on travaille ensemble. On a déjà commencé à le faire. Monsieur Mwang, oui, rapprochez votre micro pour que oui, la population... On a déjà commencé à mettre les Gabonais ensemble. Nous avons, rien qu'au sein du BSP, on a déjà une organisation qui appelle les femmes gabonaises à se mettre ensemble et à œuvrer pour leur bien vivre. Et dans ces coopératives... Ça produit de bons résultats? L'organisation existe. Nous voulons maintenant passer à l'action, à condition que le pouvoir en place nous permette de le faire. Parce que quand même, il y a un pouvoir central. Nous allons chercher à être légalisés pour que les Gabonaises et les Gabonais travaillent ensemble en profitant de notre terre. Parce que c'est une des sources naturelles de chez nous.
faut qu'il y ait des coopératives, que les gens vivent de leur travail. Parce que pour nous, le travail, c'est Dieu sur terre. Ce ne sont pas les dons. Monsieur Mongon, on a vu plusieurs collectivités locales attendre effectivement que l'État fasse ceci, l'État fasse cela, alors qu'on sait qu'il y a des compétences qui relèvent donc de l'État central, comme il y a également des compétences qui relèvent des municipalités, des collectivités locales. Bon, merci, madame. Là, nous aurons deux moyens. Très bien. Il y aura l'État, il y aura la structure locale. On attendra de ces structures une aide pour permettre aux Gabonais de vivre leur travail. De ne pas vivre de, si vous voulez, des dons. Parce qu'au Gabon, on a élevé les dons comme moyen de vie. C'est ainsi que les gens qui sont au pouvoir, qui ont pillé le pays, profitent des élections pour dire aux Gabonais, nous sommes les dieux, voilà l'argent. Là c'est le dernier jour. Hein. Vous faites différemment. Qu'est-ce que vous dites à ces Mais populations? nous disons, ne croyez pas à ces voleurs-là. Hein? Qui viennent après avoir pillé le pays, ils vous achètent pendant les élections, et puis aujourd'hui c'est le dernier jour où les Gabonais auront l'argent de ces gens-là. Œuvrons pour que nous soyons nos maîtres de notre vie. C'est cette conviction qui m'anime. C'est pourquoi vous ne verrez pas vivre dans un... comme je dis, excusez-moi le terme, je ne sais pas, vous des singes. Les gens qui attendent de l'Occident, c'est ce qu'il faut faire. Je veux que les Gabonais travaillent pour leur survie. Et les coopératives, pour nous, c'est un moyen sacré. Nous allons nous y atteler. On comprend effectivement que le travail a beaucoup d'intérêt pour M. Mwangarno. Tout à fait. Alors, M. Franck Guimard, vous avez la parole par rapport au projet que vous avez identifié pour Akanda. Quelles sont vos sources de financement de l'ensemble de ces projets? Je voudrais d'abord rappeler qu'en tant qu'élu national, pendant mon mandat 2018-2023, je bénéficiais de fonds de souveraineté, de fonds politiques. Là, vous n'en avez plus. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et avec ceci, j'ai pu être un homme d'action. Aujourd'hui, je me présente devant les Akandais à nouveau avec un bilan positif qui m'a permis de poser des actions sociales. Ce qui veut dire que quand on est un élu, on peut poser des actions sociales tout en votant des lois à l'Assemblée nationale ou en étant membre du gouvernement. C'est fort de cela que je peux aujourd'hui dire que si nous arrivons au conseil municipal d'Akanda, eh bien, de l'expérience aussi passée que j'avais en tant que chef d'entreprise, pendant plus de 25 ans, j'étais dans votre domaine notamment, eh bien, je peux m'appuyer sur cette expérience pour développer des partenariats publics-privés. Parce qu'au-delà de la décentralisation, eh bien, je pense que les partenariats publics-privés sont le moyen, je dirais, idoine pour un conseil municipal de pouvoir attirer des investisseurs, leur donner des concessions et obtenir des redevances pour pouvoir financer un certain nombre, je dirais, de projets. Et il y a aussi les modalités d'emprunt pour les investissements. Si on veut, par exemple, construire une salle polyvalente, un gymnase, on peut emprunter auprès d'une banque. Il y a aussi, bien évidemment, la fiscalité locale. On peut lever de l'impôt sur des entreprises qui travaillent dans la commune d'Akanda. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la décentralisation que tout le monde appelle de ses voeux depuis de longues années, eh bien, je pense qu'elle sera effective. Il faut être positif, c'est la Ve République, il y a un nouveau cap qui est donné. Et je crois que le développement... Est-ce qu'il suffit de la décréter, cette décentralisation? Non, il ne faut pas la décréter, il faut l'appliquer. Est-ce qu'il suffit aussi de l'appliquer pour régler tous les problèmes auxquels les collectivités sont confrontées? Mais si l'État se désengage sur 30% de ses missions, ça veut dire que les collectivités locales auront, je dirais, plusieurs marges de manœuvre pour pouvoir agir. Mais là, il s'agit maintenant du choix des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais quand ils étaient dans les conseils municipaux, ils n'ont rien fait. Quand ils étaient aux affaires, quand ils étaient élus, ils n'ont rien fait pour les populations locales. Moi, j'ai un bilan, j'ai posé des actions concrètes sur le terrain. Elles sont évaluables. Eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, au conseil municipal, il faut quelqu'un qui connaisse les préoccupations des Akandaises et des Akandais. Je pense être la personne idoine et qui a déjà posé des actions concrètes pour ces populations. Et je peux vous garantir que demain, ça va se traduire dans les urnes. Peut-être dernière question, quid de la lutte contre la corruption au sein des municipalités? Ça a été relevé ici et là, la question de la bonne gouvernance. Et comment vous faites pour régler cette question-là? Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a la digitalisation, qu'on va lancer un grand projet de digitalisation pour optimiser les recettes fiscales. Vous savez, les collectivités locales ont une mauvaise réputation. Les pauvres mamans qui vendent au marché, c'est pas qu'à Kanda, hein. On voit ça à Libreville et au Vin d'Eau et ailleurs.
ces pauvres mamans qui vendent au marché, tous les jours on leur prélève des taxes. Ces taxes arrivent tous les vendredis sur la table des présidents du conseil municipal. Bon, on ne sait pas si elles sont versées au trésor public ou pas. Mais toutes ces taxes qui sont levées tous les jours auprès des commerçants, il faut que ça serve à quelque chose. Eh bien, nous, dans notre groupe CNCD, nous pensons que notre projet à Kanda Label va optimiser ses recettes pour l'intérêt des populations, en investissant dans des projets sociaux, des projets structurants. Je vous donne un exemple. Si nous lançons un grand projet de pavage des rues en terre au sein de la commune d'Akanda, ça va créer des emplois pour les jeunes. Là déjà, eh bien, on règle un problème d'infrastructure et de voirie, mais on règle un problème aussi de chômage des jeunes. Ce genre de choses, il faut avoir des hommes qui sont pragmatiques, pas des hommes qui viennent se servir de le conseil municipal pour s'enrichir. Il faut des hommes qui viennent servir les Akandaises et les Akandais. Malheureusement, dans les candidatures que nous avons, il y en a qui étaient déjà aux affaires. Dans le conseil municipal pendant 5 ans, ils n'ont rien fait pour ces populations. Il y en a qui étaient dans la délégation spéciale qui n'ont rien fait pour ces populations. Bon, je me dirais aussi que bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais que les Akandaises et les Akandais ne soient pas dupes, qu'ils sachent choisir l'homme qu'il faut. Je pense que nous sommes... Le même procès que vous faites à ces derniers, certains peuvent vous le faire, même si vous prétendez avoir un bilan, les mêmes problèmes sont encore décrits dans la commune d'Akanda. Mais moi, j'avais un bilan d'élu national. C'est-à-dire, je faisais de l'action sur le terrain avec mes fonds politiques et mes fonds de souveraineté que d'autres gardent chez eux pour bien vivre. Moi, je me suis privé de ces fonds politiques en partie pour agir pour les populations. Donc maintenant que je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais une marge de manœuvre qui était limitée en tant qu'élu national, eh bien, je veux devenir un élu local. Je vais aller au conseil municipal et je veux développer le projet à Kanda Label pour permettre, avec les financements innovants, avec des financements en partenariat public-privé, avec les financements que la décentralisation va apporter par le transfert des compétences, eh bien, nous allons agir concrètement pour le bien-être des populations et le progrès de la municipalité. Monsieur Ngomo, on va terminer ce tour de table des candidats avant de passer la parole aux experts. C'est surtout comment vous garantissez aujourd'hui aux populations donc, du 6e arrondissement qu'elles seront consultées avant la mise en œuvre de vos projets. Les populations du 6e arrondissement seront assurées avant la mise en œuvre de nos projets, en ce sens que nous comptons mettre en place un conseil d'arrondissement qui sera un organe consultatif, n'est-ce pas, qui va inclure les élus locaux avec les différentes personnalités de l'arrondissement, de sorte à ce que des chefs de quartier justement, de sorte à rendre notre gestion transparente et de donner la possibilité aux populations d'évoquer ou d'exposer des problèmes qu'elles rencontrent au quotidien, de sorte à ce qu'elles soient prises en compte et que des solutions puissent être y trouvées. Et de façon concrète, nous comptons aussi mettre un accent particulier sur le sport et la culture. Parce qu'aujourd'hui, le 6e arrondissement a la chance d'être doté d'un complexe sportif, mais qui aujourd'hui se retrouve sous la gestion de l'ONDSC, n'est-ce pas? Ce qui, pour ma part, je trouve tout à fait anormal parce que c'est un organe qui ne connaît pas concrètement les réalités, les besoins des populations en termes de sport et de culture. Nous voulons faire en sorte que la gestion du complexe soit rétrocédée à la mairie du 6e, de sorte à ce que la mairie puisse être puisse impulser des politiques sportives de sorte à susciter comment on appelle ça, la pratique du sport auprès des jeunes. Ces espaces, aménager ces infrastructures sportives dans l'arrondissement. Dans la mesure où l'arrondissement est déjà doté d'un complexe sportif, autant que des priorités en termes d'investissement soient orientées vers des choses plus urgentes, en fait, des choses plus urgentes, notamment avec la création de cette entité qui va se charger de collecter les ordures. Ça va donner la possibilité, entre autres, de régler le problème d'insalubrité, mais en même temps aussi de régler un tant soit peu le problème du chômage, parce que cette entité va embaucher des jeunes. Elle va fonctionner comme une entreprise en toute autonomie, hein, avec
des possibilités de recrutement dans l'administration et dans les métiers techniques notamment. Vous trouvez les moyens pour financer, pour créer cette société? Pour financer de tels projets, il y a diverses sources de financement. Nous avons quoi? On peut trouver des financements auprès des coopérations décentralisées. On peut trouver des financements auprès des sociétés qui sont installées dans notre arrondissement, tisser des partenariats, n'est-ce pas, avec ces sociétés, de sorte à ce que voilà, elles puissent... Et ça pourrait vous coûter combien, la création d'une telle entreprise? Ça pourrait vous coûter à peu près combien? Vous avez estimé le coût? Le coût global d'une telle structure, la première étude que nous avons réalisée... Oui, rapidement, pour que les experts puissent s'exprimer. On a besoin d'un financement à hauteur de 30 millions pour lancer l'entreprise. Mais après, avec... l'entreprise elle va fonctionner comme une entreprise. Non, mais ce sont des services qui ne seront pas totalement gratuits, mais qui seront réalisés moyennant une participation des populations. Monsieur Théphile Sedzozomo, vous avez souffert d'écouter les candidats et on vous passe la parole en dernier pour conclure ce tour de table. Les questions de décentralisation reviennent avec acuité, les questions de financement et même de bonne gouvernance reviennent aussi. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques de décentralisation dans d'autres pays africains, notamment, qui pourraient être adaptées au contexte gabonais? Merci pour la question. En faisant un peu du droit comparé, je me suis rendu compte que certains pays ouest-africains pourraient inspirer le nôtre. Je prends le cas notamment du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Dans ces deux pays, la société civile a eu à participer de manière active au rayonnement des collectivités locales. En Côte d'Ivoire, par exemple, en 2002, la société civile a aidé les hommes politiques à sortir de la crise qui sévissait. Au Bénin, en 2006, la société civile a aidé les hommes politiques à régler la crise constitutionnelle qui sévissait également. Alors, je crois que dans notre loi relative à la décentralisation, il y a également les armes permettant non seulement à la société civile, enfin aux citoyens de façon générale, d'aider le pouvoir central à améliorer l'effectivité de la décentralisation. Ces armes sont qualifiées en droit de... Enfin, ces armes assurent ce qu'on appelle en droit constitutionnel une sorte de démocratie continue, à la différence de la démocratie intermittente. La démocratie intermittente intervient à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, un peu comme celle-ci. Alors que la démocratie continue consiste à permettre aux citoyens de contrôler les élus à tout moment. Et dans notre loi de 2015 relative à la décentralisation, l'article 42, par exemple, permet effectivement aux citoyens de demander des informations aux élus locaux sur la gestion des affaires locales. Il faudrait que les citoyens gabonais arrivent à user de cet article afin d'obtenir des informations relatives à la gestion des collectivités locales. Il y a par ailleurs l'article 165 de notre loi relative à la décentralisation, oui, qui permet aux habitants de différentes localités de constituer des comités d'initiative consultatifs. Et ces comités ont pour objectif d'attirer l'attention des gouvernants sur les modes de gestion de leur collectivité. Au niveau local. Oui, enfin, pour terminer, il y a également, je l'ai dit au début, l'article 37 qui porte sur le référendum local. À travers cet outil, la population peut également attirer l'attention des pouvoirs publics sur la autant d'outils mis à la disposition des populations, mais également des futurs élus locaux. Oui, monsieur. Le docteur Woura, est-ce que ces outils, notre décentralisation est déjà assez développée pour que ces outils soient quand même mis en œuvre pour effectivement contrôler l'action des élus? Merci, monsieur Arnaud Ondo. Mais vous savez, quand on parle de décentralisation, il y a quand même des préalables. C'est très important. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. On ne peut pas parler de décentralisation, il n'y a pas de transfert de compétences effectif. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de décentralisation, il n'y a pas, bien sûr, d'autonomie financière. C'est clair. On ne peut pas parler de décentralisation, il n'y a pas de rationalisation de la dépense locale. Vous voyez, on parle des effectifs pléthoriques
de nos collectivités locales. Il faut en parler, parce que peut-être que c'est un péché de lèse-majesté de le dire ici, mais il faut en parler. Il y a effectivement qu'une bonne partie. Bon, on peut parler d'autonomie financière. Rapidement, docteur, parce que nous devons remettre l'antenne pour le dernier journal de la campagne. Voilà. Vraiment rapidement. On parle effectivement des moyens qui doivent être renforcés. Mais comment sont déjà utilisés les moyens actuels? Ça aussi, il faut en parler. En tout cas, il faut parler de cette question de la décentralisation de façon transversale. On l'a bien compris. Occasion pour moi de remercier. Je suis obligée de vous interrompre et on espère vous retrouver sur l'un de nos plateaux puisqu'il y a encore d'autres pour demain avec la grande nuit électorale. Merci beaucoup à vous, docteur Georges Wora, pour le fait que vous nous ayez accompagnés durant toutes ces 2 émissions consacrées aux élections locales. Avec vous en tant qu'expert, il y avait également docteur Tefi Lewis et Dozomo Koulou. Vous deux êtes docteur en droit public, si j'ai bien noté. Sur ce panel, nous avions M. Franck Guéma, à mon extrême droite, candidat avec le mouvement qu'il porte, la coalition dont il est le président, le CNCD, effectivement, candidat au local et également aux législatives. Oui, aux élections locales d'abord et aux législatives aussi. Nous avions à vos côtés M. Michel Nathaniel Ngomondon, pour le compte du 6e arrondissement. Il représentait ici le parti Ensemble pour le Gabon. En face, nous avions la seule femme de ce plateau, Victoire Lasseni Duboz, qui représentait le mouvement Concorde National, puisqu'elle-même n'est pas candidate, mais elle présente des candidats dans le 1er arrondissement de Libreville, le 6e, et également dans la commune d'Ovendo. Et pour terminer, M. Jean-Victor Mouakbading, qui représentait la coalition RPG-MSP, mais qui parlait surtout pour le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de la Commission d'égal accès des partis au groupement de partis politiques aux médias publics. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Juste après ce programme, suivez la suite du journal de la campagne présenté par Kenny Kanga Boussamba. Voilà, j'y arrive. Un programme qui est donc en simultané diffusé, Arnaud, sur les chaînes partenaires, peut-être le rappeler. Oui, Gabon Première, tout à fait. Gabon Première, Gabon 24, Radio Gabon et d'autres plateformes de diffusion. C'est donc la fin. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. On se retrouve certainement demain à l'occasion de la grande nuit. Certainement, Arnaud, et merci aux équipes techniques surtout qui ont assuré et qui nous ont accompagnés tout au long de ces jours de campagne. On bouclera ces émissions avec la grande nuit électorale demain sur les chaînes Gabon Première, Gabon 24 et Radio Gabon. Au revoir. Merci.